Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va essayer de traiter une autre pathologie métabolique très importante chez la vache laitière, à savoir la cétose de la vache laitière. On l'appelle aussi l'acétonémie. L'acétonémie, on va essayer d'étudier dans un premier temps le métabolisme des corps cétoniques. On va voir par la suite la relation glycémie et corps cétonique. Par la suite, on va voir l'épidémiologie, donc facteurs de risque. Par la suite, les formes cliniques. Et là, on va parler des trois types d'acétonémie, le type 1, le type 2 et le type 3. Les moyens de diagnostic, comment reconnaître cette pathologie, et les moyens de lutte, donc la prophylaxie. Donc il faut savoir que la cétose de la vache laitière est une maladie métabolique et elle va toucher le métabolisme énergétique. Donc il ne faut pas confondre l'acétonémie avec l'hypocalcémie. L'hypocalcémie, c'est un trouble du métabolisme phosphocalcique. L'acétonémie, elle est caractérisée par une accumulation de corps cétoniques au niveau sanguin. C'est pour cette raison qu'on l'appelle aussi acétonémie. C'est par rapport au corps cétonique. Le corps cétonique le plus important qui va s'accumuler et qui va donner cette odeur caractéristique de la laine, des urines et du lait, qui a une mortalité rare. Par contre, elle est caractérisée par une forte morbidité. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans un élevage plusieurs vaches qui vont être touchées par cette pathologie. Elle concerne les femelles productrices de lait, surtout les vaches laitières hautes productrices, multipares, et très rare chez la génisse, dans les derniers mois de gestation et dans les 6 premières semaines après le part. Donc, elle est plus tardive que l'hypocalcémie. L'hypocalcémie, elle se retrouve 24 à 72 heures après le veulage. Donc, on va voir que les deux types essentiels de cétonémie, de type 1 et de type 2, vont être différentes par rapport au timing, au temps de leur apparition. On va voir que le type 1, il est plus tardif que le type 2. Là, dans les derniers mois de gestation, c'est la préparation. Tout se prépare pendant le tarissement et surtout les derniers mois de gestation. Mais le déclenchement et l'apparition, il se fait dans les 6 premières semaines après le part. On la retrouve aussi chez les vaches laitières productrices de lait riche en matière grasse. Chez les vaches avec un pic de lactation marqué, qui avoisine les 40 voire 45 litres. Aussi retrouver cette pathologie chez les vaches mal engraissées ou trop engraissées. Et là, on va parler du type 1 et là, on va parler du type 2. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que on peut avoir une cétose de vache laitière chez soit les mal engraissés, on va parler de type 1, soit les trop engraissés, on va parler de type 2. D'ailleurs, le type 2, on va l'appeler vache grasse ou syndrome de la vache grasse. On peut retrouver cette pathologie aussi chez les animaux avec un manque d'exercice musculaire. Et là, parce que les corps cétoniques, physiologiquement, ils sont dégradés au niveau musculaire et ils vont fournir de l'énergie. Donc, ce qui va favoriser leur augmentation au niveau sanguin. Donc, premier point, c'est le métabolisme des corps cétoniques. Alors, d'où viennent ces corps cétoniques qui vont s'accumuler au niveau sanguin par la suite? Donc, l'origine principale des corps cétoniques, il est dû à l'accumulation de l'acétyl-coenzyme A dans le foie. L'acétonémie est caractérisée par une accumulation de corps cétoniques. D'où viennent ces corps cétoniques? Ils proviennent tous de l'accumulation de l'acétyl-coenzyme A au niveau du foie. Donc, corps cétonique, l'acétyl-coenzyme A. Alors, l'origine de l'acétyl-coenzyme A connaît plusieurs voies. Donc, l'acétyl-coenzyme A, il dit soit la voie digestive, donc première origine, acétyl-CoA à partir des AGV alimentaires. Une autre voie de la formation de l'acétyl-CoA, c'est la voie endogène. Chez les ruminants, elle est plus importante dans la formation de l'acétyl-CoA que la voie digestive. Il existe 2 sous-voies. La première sous-voie, c'est la glycolyse. Alors, cette glycolyse chez les ruminants, elle est faible.
Pourquoi? Parce que la teneur en glycogène, elle est faible par rapport au monogastrique. La deuxième sous-voie dans la voie endogène, c'est la gluconéogénèse. Insmouha aussi la néoglucogénèse. C'est la voie la plus importante chez les ruminants. Donc la néoglucogénèse, vous savez, par définition, c'est la formation du glucose à partir de composés non glucidiques. Donc elle peut se faire soit, donc la cystéine et la sérine vont subir une désamination pour former du pyruvate, l'alanine et la tyrosine vont subir une transamination pour donner du pyruvate. Donc les deux, c'est la voie endogène peptidique. Elle est secondaire chez les ruminants. La troisième sous-voie endogène, et qui est très très importante, c'est le catabolisme des lipides. Il y a la voie qu'utilise à 80% le ruminant pour sa néoglucogénèse. Les acides gras activés sous forme d'acyle-CoA subissent une bêta-oxydation et libèrent de l'acétyl-CoA. Donc chez les ruminants, la voie endogène la plus importante provient du catabolisme des lipides. Donc vous voyez là, c'est les AGL. Donc les AGL, ce sont les acides gras libres. On les appelle aussi les AGNE, les acides gras non estérifiés. AGL égale AGNE. Et d'où viennent ces acides gras libres? Ils proviennent de la lipolyse. C'est la dégradation des lipides en triglycérides et après les triglycérides en acides gras libres. Donc les acides gras libres vont libérer de l'acyle-CoA qui, en pénétrant au niveau de la membrane mitochondriale hépatique, cette bêta-oxydation va donner de l'acéto-acétyl-CoA. Physiologiquement, cet acétyl-CoA, il va rentrer au niveau du cycle de Krebs pour donner de l'énergie. Et donc la voie de la cétogénèse, elle va être minime. C'est-à-dire, les corps cétoniques, physiologiquement, au niveau du sang, mais à un degré moindre. Il ne dépasse pas 100 mg par litre. Dans les voies normales, quand il y a un bilan énergétique qui est normal, et qu'il n'y a pas de problème de déficit énergétique, le cycle de Krebs va faire rentrer cet acétyl-CoA au niveau du cycle de Krebs et il va l'orienter vers la formation de l'énergie avec une petite quantité quand même. Il va être orienté vers la formation de corps cétonique. Le problème qui va se poser, c'est qu'à un certain moment, nous avons un problème de déficit énergétique chez la vache laitière. Et vous savez que le déficit énergétique, il est inévitable chez la vache laitière suite à l'augmentation des besoins de production laitière qui ne sont pas couverts par l'alimentation. Quoi? La vache a un problème dans la prise alimentaire post-velage. Et donc nous allons avoir un déséquilibre entre les besoins et la quantité d'aliments qui va rentrer, qui va nous orienter vers un bilan énergétique négatif. Ce bilan énergétique négatif, et qu'est-ce qu'il va faire? S'il est très très prononcé, il va bloquer le cycle de Krebs. À quel niveau? Au niveau d'un composant très très important qui est l'oxaloacétate. Et l'oxaloacétate, si le cycle de Krebs est bloqué, il n'est plus régénéré. Or, cet oxaloacétate, c'est un élément très important pour la pénétration de l'acétyl-CoA à l'intérieur du cycle de Krebs. S'il n'y a pas d'oxaloacétate, l'acétyl-CoA ne peut pas rentrer au niveau du cycle de Krebs et il va s'accumuler au niveau hépatique. En s'accumulant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être orienté avec une grande quantité et il va donner donc une grande quantité de composants intermédiaire, les hydroxyméthylglutaryl coenzyme A, qui va augmenter au niveau hépatique. Ce composé intermédiaire, il va automatiquement entraîner la formation de corps cétonique. Le premier corps cétonique qui va être synthétisé, c'est l'acétoacétate, qui lui va donner les deux autres corps cétoniques, à savoir le bêta-hydroxybutyrate, le BHB, et l'acétone. Il faut savoir que la réaction acétoacétate bêta-hydroxybutyrate, elle est réversible. Ça veut dire que l'hydroxybutyrate peut revenir vers l'état acétoacétate, mais la réaction acétoacétate-acétone, elle est irréversible. Et ce corps cétonique qui est à l'origine des troubles qu'on va voir par la suite dans
les formes d'acétone. Le corps cétonique était physiologiquement synthétisé, mais à une petite quantité. Quel est maintenant le rôle de ces corps cétoniques physiologiquement? Alors, les corps cétoniques sont représentés par 3 corps. Donc, l'acétone, l'acétoacétate et le bêta-hydroxybutyrate. Les corps cétoniques. Elles sont fabriquées dans le foie et le rein à partir de l'acétyl-CoA, comme elles peuvent être synthétisées au niveau de l'épithélium du rumen à partir de l'acétate et surtout du butyrate. Là, il y a une autre forme de cétose, c'est ce qu'on appelle la cétose de type 3, on l'appelle aussi cétose butyrique, on l'appelle aussi cétose alimentaire. Elle est rare par rapport au type 1 et au type 2, mais elle existe. On peut avoir des corps cétoniques qui circulent au niveau du sang. Donc les corps cétoniques à des taux inférieurs à 100 mg par litre, elles peuvent être utilisées par la totalité des tissus comme substrat énergétique. C'est leur augmentation qui va donner des problèmes d'acétonémie. Parlons maintenant de la régulation des corps cétoniques. Qu'est-ce qui permet l'augmentation ou la diminution de la synthèse de ces corps cétoniques? Donc il faut savoir que la régulation des corps cétoniques, elle est intimement liée au taux d'acides gras libres, ou bien des acides gras non estérifiés. Plus les acides gras libres sont libérés lors d'une lipolyse, plus les corps cétoniques sont produits en grande quantité. La condition sine qua non, c'est présence d'acides gras libres et leur pénétration à l'intérieur de la mitochondrie hépatique. Alors, qu'est-ce qui permet la pénétration des acides gras libres au niveau de la mitochondrie hépatique? C'est une enzyme appelée CPT1. Donc, quand la CPT1 est présente et activée, les acides gras libres, les AGL, peuvent pénétrer au niveau de la mitochondrie pour former des corps cétoniques. Quand la CPT1 est inhibée, les acides gras libres ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur de la cellule mitochondriale, donc pas de corps cétonique. Quel est le phénomène qui peut activer ou inhiber le fonctionnement de la CPT1? Il faut savoir que la CPT1 est intimement liée à la quantité d'un composé appelé malonyl-CoA. Alors, le malonyl-CoA, c'est le produit de dégradation du citrate. Et le citrate Nini-J, il provient du cycle de Krebs. Donc, si le cycle de Krebs est fonctionnel, le citrate est produit, le malonyl-CoA est produit, et dans ce cas, le malonyl-CoA va inhiber la CPT1. Si la CPT1 est inhibée, donc les AGL, les acides gras libres, ne peuvent pas rentrer au niveau de la mitochondrie et il n'y a pas de formation de corps cétonique. Quand est-ce que le cycle de Krebs est fonctionnel? C'est lorsque la glycémie est normale ou haute. D'accord? Donc si la glycémie est normale, il y a travail du cycle de Krebs, formation de citrate en quantité, formation de malonyl-CoA en quantité, inhibition de la CPT1. Et donc les acides gras libres ne peuvent pas rentrer au niveau de la mitochondrie hépatique, il n'y a pas de corps cétonique. Ce qui explique que lorsque le cycle de Krebs travaille, la quantité de corps cétonique qui est produite, elle n'est pas énorme. C'est la quantité physiologique, parce que la glycémie est normale ou haute. Récapitulons, donc les AGNE ou les AGL en grande quantité sont régulateurs de la formation des corps cétoniques, à condition que la CPT1 soit fonctionnelle. Cette CPT1 dépend du malonyl-CoA, qui est un produit qui est à partir du citrate. Donc, citrate, qui dit citrate, dit glycémie, automatiquement. Donc, 2 cas de figure se dessinent. Donc, soit on est dans un état de glycémie haute, donc fabriqué en grande quantité. Si le malonyl-CoA est en grande quantité, il y a inhibition de la CPT1. Et donc, les AGL ne peuvent pas rentrer au niveau de la mitochondrie. Pas de formation de corps cétonique. Ces AGL vont être redéviés vers la formation de triglycérides et la stéatose hépatique va s'installer. Dans le cas contraire, lors de glycémie basse, il y a moins de citrate, moins de malonyl-CoA, et donc l'effet freinateur du malonyl-CoA va être inhibé. C'est l'effet
positif et donc l'activation de la CPT1, les AGNE peuvent pénétrer en grande quantité au niveau de la mitochondrie hépatique à partir des AGN. Donc ça, c'est la régulation de la pénétration des AGL et donc la formation de corps cétoniques dépendante de la carnityl-palmityltransférase 1. Donc CPT1, 1. Ça, c'est une notion très très importante parce qu'elle va différencier entre de l'acétonémie de type 1 et l'acétonémie de type